Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. 7h40, Cartel, voyage au pays des narcos, aux éditions du Rocher. Le livre de Frédéric Saliba est sorti le 4 septembre. Frédéric Saliba est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous allons parler des narcos, des cartels mexicains. Vous habitez au Mexique, Frédéric Saliba. Vous êtes journaliste, spécialiste de l'Amérique latine. Vous avez travaillé pour les plus grands journaux. Vous travaillez pour les plus grands journaux. Frédéric Saliba, il y a le ministre de l'Intérieur français, que je recevrai tout à l'heure, qui a comparé ou qui a dit que la France était en voie de mexicanisation. Qu'est-ce que la mexicanisation? Au Mexique aujourd'hui, les cartels, les trafiquants, les narcotrafiquants ont pignon sur rue, si je puis dire. Oui, alors attention aux amalgames. Oui. La mexicanisation au Mexique, les chiffres sont pas du tout les mêmes qu'en France. Vous avez un peu moins de 30 000 homicides par an. Oui. En France, l'année dernière, on était autour de 400 homicides liés au narcotrafic. 30 000 homicides par an au Mexique, population de 125 millions d'habitants. Voilà, à peu près le double de la France. Donc, on n'est pas du tout dans les mêmes proportions de violence. Cela dit, il y a des similitudes. Il y a en effet des similitudes dans les pratiques des cartels de la drogue ou dans les pratiques des narcos, qu'on peut retrouver en France actuellement, et donc c'est un peu surprenant. Alors moi je suis rentré vivre en France, et figurez-vous qu'au moment où je rentre vivre en France, ça fait 1 an à peu près, j'ai découvert qu'en France, il y avait de plus en plus de jeunes qui étaient impliqués dans le narcotrafic. Oui. Au Mexique, on parle de niños sicarios, d'enfants tueurs, parce que les cartels font appel à des jeunes mineurs pour dealer, mais surtout aussi pour tuer. Et ça, c'est un phénomène que je découvre donc en arrivant, et c'est pour ça que mon dernier chapitre, le chapitre de mon livre, est sur la France et l'Europe. Vous avez des armes de guerre, des kalachnikovs. Au Mexique, on parle de AK-47, mais c'est les mêmes modèles. C'est des fusils mitrailleurs qui sont dans les mains de ces jeunes qui ne sont pas formés pour ces armes-là, ce qui fait des victimes innocentes, hein, on l'a vu. Et puis, vous avez aussi une communication via la violence, où les gangs ou les cartels communiquent, effraient leurs adversaires, enfin en tout cas, lancent un défi à l'État. Et ça, on le voit avec des incendies devant des commissariats ou des choses comme ça en France, voyez. Et puis aussi un message à la population pour maintenir une certaine omerta. Et ça, c'est des indices qu'on voit en France. Alors comment le Mexique, je rappelle que c'est un gouvernement de gauche au Mexique depuis 6 ans maintenant, comment le Mexique combat ce narcotrafic? Alors, il y a eu plusieurs étapes. En 2006, vous avez un président Felipe Calderón de droite, mal élu, qui manque de légitimité et qui déploie l'armée sur le territoire pour lutter contre les cartels de la drogue. Justement, et on en depuis parle en France, voilà, de l'armée pour lutter contre la drogue, le trafic. Figurez-vous que le conflit a explosé, ça a mis le feu aux poudres. Les militaires étant armés d'armes de guerre, les narcotrafiquants se sont eux-mêmes armés, et donc il y a eu d'armes de guerre. Alors on parle de Kalachnikov, mais on parle aussi de drones bombardiers, on parle de lance-roquettes, il y a des hélicoptères qui sont abattus. Alors on est quand même dans un conflit qui est assez impressionnant et qui impressionne. C'est un conflit armé, quoi. Exactement. Entre d'un côté la police et les soldats, et de l'autre côté les trafiquants. Voilà. Et vous avez des dizaines de morts, vous avez des cadavres coupés en morceaux, vous avez des corps pendus à des ponts, qui sont une forme de narcoculture où il vaut mieux être le bourreau que la victime. Vous n'avez pas d'espace entre bourreau et victime. Et il y a une société surtout avec un problème. Alors ça, c'est un peu ce que je défends dans mon livre, qui est une thématique où très souvent on parle du narcotrafic sur un plan judiciaire, policier, alors qu'en fait on s'aperçoit qu'au Mexique, il y avait un terreau fertile, et il y a un terreau fertile au crime organisé, qui est la pauvreté et le manque d'ascension sociale par l'éducation, par exemple. Et ce président de gauche donc est arrivé, Andrés Manuel López Obrador, qui depuis a eu donc sa dauphine Claudia Sheinbaum, qui est entrée en fonction le 1er octobre, et qui défendent en fait le fait de faire baisser la pauvreté, qui est quand même de 43% au Mexique, pour ne pas avoir des proies faciles pour le crime organisé. Le terreau du crime organisé, c'est la pauvreté.
Oui, la pauvreté, le manque d'ascension sociale. Mais beaucoup. Mais beaucoup. Frédéric Saliba, aujourd'hui, c'est un gouvernement de gauche. Est-ce que l'armée est toujours dans la rue aujourd'hui pour combattre le narcotrafic? Bien sûr. Toujours utilisé? Bien sûr. Alors figurez-vous que ce président Andrés Manuel López Obrador de gauche, qui avait quand même promis le retour dans leur caserne des militaires, disant que la guerre est finie, figurez-vous qu'il a multiplié par 3 le nombre de militaires. Il y en a 3 fois plus. Est-ce qu'ils sont efficaces, les militaires, sur le terrain? Puisqu'en France, il y a certains politiques qui nous disent qu'il faut mettre l'armée. Faut mettre l'armée pour combattre les trafiquants. Est-ce que c'est efficace sur le terrain? Qu'est-ce qu'on appelle efficace? C'est-à-dire que oui, l'armée est plus forte que les cartels de la drogue. Oui, l'État mexicain est plus fort que les cartels. Cela dit, ça crée une spirale de violence, c'est-à-dire que vous avez moins de morts chez les militaires que chez les narcotrafiquants, mais vous avez quand même énormément de morts. On parle quand même de 450 000 morts en 18 ans et 200 000 disparus quand même. 450 000 morts à cause du narcotrafic. Et la corruption, parce qu'en France, on commence à parler de corruption, et d'ailleurs le gouvernement s'inquiète de cela. La corruption au Mexique. Alors, c'est un des éléments. On parlait de la pauvreté, mais il y a aussi donc la corruption des institutions. Alors, au Mexique, il y a un cas qui est absolument emblématique, qui est le cas de Genaro Garcia Luna, qui a été jugé aux États-Unis, qui a pris 38 ans de prison aux États-Unis très récemment là, et qui était en fait donc le tsar antidrogue, qui était l'architecte de la guerre contre les narcotrafiquants de Felipe Calderón de 2006 à 2012, et qui travaillait en fait pour le cartel de Sinaloa, qui était donc un narco lui-même et qui était quand même ministre de la sécurité publique. Donc c'est quand même emblématique de la manière dont les cartels de la drogue ont gangréné les institutions mexicaines, beaucoup locales. En fait, c'est le municipal qui intéresse beaucoup les narcos, mais on a vu aussi fédéral et même le ministre qui était chargé de cette guerre, qui est lui-même corrompu. Voyez. Cartel, Frédéric Saliba, Voyage au pays des narcos, c'est aux éditions du Rocher. C'est passionnant. Ah oui, vraiment. C'est pas à lire, je vous le dis tout de suite. Bravo, merci beaucoup. C'est ahurissant, 450 000 morts. C'est absolument ahurissant. D'ailleurs, Narcos, les séries sur Netflix, qui finalement ont popularisé. Un petit peu. Vous avez raison, et mon livre est un peu pour ça, c'est-à-dire qu'on a tendance à focaliser sur les têtes des cartels, sur les chefs, Escobar, El Chapo Guzman, etc. Alors qu'en fait, c'est plutôt systémique, c'est plutôt un système, et c'est un peu comme l'hydre. Vous coupez une tête, il y en a une autre qui pousse directement parce qu'il y a un système mafieux. Et c'est un peu ce que j'ai découvert. Moi, j'étais pas préparé, mais j'ai découvert ce monde-là en étant au Mexique. Merci beaucoup, Georges Saliba. Merci à vous. Merci.